Parfois, on peut avoir 80 ans et s'occuper de son parent qui est encore en vie et qui aura 100 ans. On peut avoir 90 ans et s'occuper d'un enfant qui, par exemple, a un cancer ou une maladie chronique. Je suis le docteur Hélène Rossineau, médecin spécialiste de santé publique. Je travaille depuis des années sur la question des proches aidants, des aidants familiaux, et je suis l'auteur d'Aidants c'est invisible qui est sorti en 2019 et d'être présent pour ses parents qui sort en septembre. Alors, un proche aidant, la définition légale, c'est quelqu'un qui s'occupe de manière régulière ou quotidienne d'un de ses proches malade, âgé ou handicapé. Alors, il n'y a pas de profil type de l'aidant, c'est ce qui est aussi extrêmement intéressant. Déjà, il y a énormément d'aidants en France. On compte environ 11 millions d'aidants sur les 65 millions de Français. Donc c'est beaucoup. On y retrouve des enfants. Il y a entre 500 000 et 1,5 million de ce qu'on appelle les jeunes aidants. C'est vraiment très divers. On peut s'occuper de ses parents, on peut s'occuper de ses enfants, de son conjoint, de ses grands-parents. Il n'y a vraiment aucun profil type de l'aidant. Par contre, il y a des questions qui sont en commun. Les aidants ont d'abord besoin pour moi de reconnaissance, mais d'abord de reconnaissance d'eux-mêmes envers eux-mêmes. Parce que pour beaucoup d'entre eux, être aidant, c'est normal. C'est ce qu'ils disent, c'est en eux. Et d'ailleurs, le terme aidant passe souvent assez mal en tant que tel. Il faut dire qu'en français, il n'est pas exceptionnel. Il a plus de sens pour moi en anglais, qui est caregiver, donc littéralement donneur de soins. Mais chez nous, ça aurait donné soignant, le mot était déjà pris. C'est vrai qu'aidant, ça fait un peu professionnel comme terme, mais ils ont besoin de reconnaître que c'est pas normal, entre guillemets, ils font selon leurs valeurs, selon leurs envies, selon leurs liens, mais qu'ils font quelque chose, que c'est une casquette supplémentaire et que chacun fait d'ailleurs comme il peut. Donc quand on accepte et qu'on reconnaît déjà ce qu'on fait nous, c'est plus facile derrière d'accepter qu'on peut avoir besoin de répit, d'accepter qu'on peut avoir besoin de souffler un peu. Après, ils ont besoin aussi de reconnaissance de la part de la société, de la part des soignants, des professionnels. Un aidant, c'est un partenaire dans le soin. C'est pas juste, entre guillemets, la famille. On travaille tous ensemble pour le patient. Et c'est quelqu'un qu'on ne doit pas oublier. Et puis, ils ont besoin qu'on les écoute, qu'on les entende. Ils ont besoin de pouvoir vider leur sac parce que c'est des situations qui sont pas simples. Être aidant, ça rend à risque de certaines situations en santé mentale et en santé physique. Donc sur la santé physique, les aidants sont plus à risque par exemple de problèmes de dos. On le voit d'ailleurs déjà chez les soignants, nous sommes entraînés, nous sommes formés à porter un patient, à le transporter, à le soulever. Donc chez les proches qui ne sont absolument pas formés, ça peut être extrêmement compliqué et délétère pour la colonne vertébrale par exemple. On retrouve aussi des risques d'infection beaucoup plus élevés, énormément de fatigue et bien sûr des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles du sommeil. Alors, il y a un outil qui existe qui permet à l'aidant d'auto-évaluer sa charge mentale. Il est loin d'être parfait, il a le mérite d'exister. Ça s'appelle l'échelle de Zarit, du nom de son inventeur. Le seul souci de cette échelle, qui comporte 22 questions et qui est toujours formée de la même manière, c'est que les questions sont extrêmement crues, extrêmement directes. Et elles peuvent mettre très mal à l'aise les personnes qui remplissent ce questionnaire. Donc si on veut le faire correctement, il faut soit avoir déjà vraiment beaucoup réfléchi en amont sur soi et avoir réussi à prendre du recul, soit accepter de prendre du temps pour la remplir. Pour moi, c'est plutôt un outil qui a un double intérêt, voir sa propre réaction face au score qu'on obtient. Parce que si notre premier réflexe c'est de nous dire « tiens, je pensais que j'aurais plus », il faut peut-être se poser la question, on sait inconsciemment si on va bien ou on va pas bien. Et moi j'ai tendance à utiliser les questions qui sont dans l'échelle pour démarrer des conversations, pour essayer de faire parler un petit peu les aidants, de comprendre ce qu'ils peuvent traverser. Il y a deux grandes questions qui reviennent souvent sur le sujet des aidants. C'est d'abord l'égalité homme-femme et puis après la question de la souffrance et de la qualité de vie globalement au travail. Si on prend déjà l'égalité homme-femme, il faut savoir qu'une majorité des aidants sont des aidantes. Et qu'on voit malheureusement beaucoup de situations dans lesquelles, dans des familles en tout cas, c'est une des jeunes femmes, en général une sœur, qui est toute désignée immédiatement pour prendre par exemple le soin des parents, sans même réfléchir à ses besoins, à ses capacités, à ses envies et à ce qui serait le mieux. Parfois d'autres personnes sont mieux équipées pour le faire, ou en tout cas ça pourrait être réparti entre plusieurs personnes. Ça retombe quand même très très souvent sur une femme, et dans les études, dans les chiffres, on le voit bien, plus la situation devient complexe, plus ce sont les femmes qui sont là et qui sont concernées. Donc ça pose une vraie question, parce qu'être aidant a aussi un impact sur la vie professionnelle, et ça ne devrait pas toujours retomber sur les femmes, parce qu'on a tous vocation à aider nos proches, et il n'y a pas de bon aidant ou de mauvais aidant, il n'y a que des gens qui sont présents les uns pour les autres. Et donc ça c'est vraiment important de le comprendre et de ne pas faire peser
s'imposer cette obligation. Ça, c'est pour moi quelque chose de vraiment important. Et ça rejoint donc la qualité de vie, la souffrance au travail aussi, parce que on se retrouve avec des aidants qui parfois passent une nuit aux urgences pour accompagner un de leurs proches et qui vont en réunion directement après à 8h, 8h30 du matin, avec des gens qui sont épuisés, proches du burn-out. Les aidants burn-out peu souvent quand il y a uniquement leur rôle d'aidant. Par contre, l'accumulation entre le travail et le rôle d'aidant, c'est quelque chose de très compliqué à vivre. En charge de travail, entre guillemets, c'est quasiment équivalent à 2 emplois. Donc c'est très 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 chronophage, complexe, émotionnellement pesant. Et puis en plus, les aidants sont des personnes qui développent des compétences incroyables pendant qu'elles sont aidantes. Des compétences d'organisation, des compétences d'humanité, de gestion de projet, de comptabilité. C'est important aussi de réussir à les valoriser. Et pour moi, toute la société doit se mobiliser pour que ceux qui souhaitent être aidants puissent l'être dans les meilleures conditions possibles.